Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Prologue. C'est la fin du périple. D'un voyage singulier. Le retour d'un passé qui ne veut pas passer. Mais passera-t-il un jour? En attendant, comment y survivre? Dans l'avion qui me ramène vers la France, je n'arrive pas encore à décrocher. Un flot d'images se superpose et s'entrechoque dans ma tête. Une galerie de visages souriants, chaleureux, de paysages défraîchis, de rencontres riches, passionnantes. Des impressions contradictoires parfois insupportables, souvent irréelles. Que dire? Que penser de cette plongée dans les entrailles de la société algérienne? Quelques motifs de satisfaction bien fragiles. De rares raisons d'espérer, noyées dans un océan d'interrogations. Parmi celles-ci reste une obsession qui me taraude. Où va l'Algérie? Quel destin prépare-t-on pour ce grand pays qui est le mien? Lors de mes précédents et bien discrets voyages, j'ai pu saisir la déliquescence de l'État, le renoncement aux réformes démocratiques, l'omniprésence policière, l'explosion des inégalités, l'encroûtement de la corruption, la tyrannie bureaucratique, le désert culturel, la perte du sens moral et identitaire. Ces dernières semaines, j'ai vu un pays otage d'un président impotent, des institutions paralysées, un peuple désenchanté. Profondément démotivé. Une impasse historique. J'ai eu un sentiment de délitement de la société. J'ai entrevu les contours d'un processus d'autodestruction d'une nation engagée dans un statu quo mortifère, où le seul mouvement consiste à dilapider à toute vitesse ses éphémères richesses. J'ai vu aussi de nouvelles dérives. Des phénomènes inquiétants à l'œuvre. Comme la mainmise à la faveur de leur soutien au 4e mandat de Bouteflika, des forces de l'argent mal acquis sur les structures et les orientations de l'État, ou l'invraisemblable généralisation de la politique d'assistanat vertical, arrosant d'abord les plus puissants, et se traduisant par la dissipation des ressources, des énergies créatives et par l'abandon de toute ambition de développement. Vu de l'extérieur, ce constat peut paraître sombre. Pourtant, il est largement partagé en Algérie. À part la minorité des grands bénéficiaires du système, les Algériens portent un regard très sévère sur l'état de leur pays, y compris ceux qui ont vu leur situation s'améliorer sous Bouteflika. Ici, le pays n'est pas partagé entre déclinistes et optimistes. Le verdict est presque consensuel. Il est prononcé au regard de l'histoire de la révolution algérienne, de ses promesses et des immenses potentialités de la nation. Un sentiment de grand gâchis traverse toutes les couches de la société. 15 ans durant, le régime de Bouteflika s'est lourdement appuyé sur la rente pétrolière pour s'assurer la paix sociale en omettant de bâtir un modèle économique viable ou du moins cohérent. Saisi par une folie dépensière, le pays devra sans nul doute s'attendre à un violent retour de boomerang lorsque la baisse tendancielle du cours du brut franchira la ligne rouge. Alors que cette chance historique est en passe d'être dilapidée, l'Algérie évitera-t-elle le chaos? Je croise les doigts et je fais mienne la tirade fétiche de ma mère, Inch'Allah Rani Galta. Dieu fait que je me trompe. Je songe aussi à cette prière qui revient comme une antienne dans la bouche des Algériens. Allah, préserve-moi de 2 endroits, la justice et l'hôpital. Si heureusement, je n'ai pas été confronté à la justice, en revanche j'ai pu vérifier de près la portée de cette supplique, lorsque Si Amin, mon compagnon de toujours, a dû être hospitalisé en urgence dans un grand CHU de l'ouest algérien. 4 jours de cauchemar dans un décor hallucinant. Vitres cassées, sacs poubelles éventrés, matériel médical usagé et abandonné dans les coins, murs encrassés, toilettes défoncées, salles de soins inondées, flaques de sang sur le plancher, brancards déformés. Des malades déposés à même le sol appellent à l'aide. Soudain, une bousculade gigantesque à l'entrée du local de radiologie entraîne la fermeture du service. À l'autre bout de ce hangar qui tient lieu de service des urgences, un violent accrochage oppose des soignants à des familles de malades révoltées par tant d'incurie et de désorganisation. Une grande confusion règne dans des couloirs noirs de monde. Dépassé ou indifférent, le personnel est inopérant. En dépit du trouble qui nous envahit, nous prenons notre mal en patience en espérant malgré tout une hypothétique prise en charge de la blessure de Si Amin. En attendant, l'infirmière nous invite à apporter literie et nourriture, à acheter les médicaments et fils chirurgicales. L'hôpital ne fournit rien. Ne sert presque à rien. Le comble dans un pays devenu depuis une décennie subitement riche,
grâce à la manne pétrolière. Ballottés d'un service à l'autre, d'un médecin à l'autre, nous atterrissons finalement dans une clinique privée pratiquant des prix exorbitants et non remboursés. Siamine est immédiatement prise en charge, et c'est là qu'on découvre que le chirurgien en chef de cette clinique n'est autre que le patron du service du CHU. C'est l'heure de la collation. Un brin stressé, l'hôtesse de l'air me tire de mes pensées. Je décline le plateau repas, puis je tente de conjurer ce désagréable souvenir en feuilletant la presse du jour. Mais je replonge instantanément au cœur de l'actualité algérienne. 3 informations retiennent mon attention. Reprenant un communiqué de la présidence de la République, une dépêche de l'APS, l'agence officielle, précise que Bouteflika met fin à toutes les fonctions de Abdelaziz Belkadem. Belkadem, c'est le Barbfellen en chef. Tête de pont du courant islamo-nationaliste et homme lige des monarchies du Golfe. Il a aussi des accointances assumées avec l'Iran. C'est lui qui avait dit non à la visite d'Enrico Macias en Algérie, alors que Bouteflika en personne avait donné son feu vert. Partage des rôles peut-être. Néanmoins, en fin tacticien, Bouteflika a pu aussi reculer devant la large hostilité de l'opinion algérienne au chanteur français pour ses positions pro-israéliennes. La disgrâce est totale. Le ministre d'État, conseiller spécial de Bouteflika et haut dirigeant du FLN, l'ex-parti unique est nu comme un ver. Décision d'une rare violence dans les mœurs politiques d'un système plus enclin à recycler ses enfants. La faute doit être colossale. Crime de lèse-majesté ou haute trahison ? Que cache cette répudiation dans les règles de l'art au plus haut sommet de l'État ? L'homme n'est pas n'importe qui. Ancien président de l'Assemblée populaire nationale, chambre basse, et ancien patron du FLN, Belkadem a également exercé les fonctions de chef de gouvernement et de ministre des Affaires étrangères. Belkadem aurait-il quelque peu empiété sur la ligne jaune ? En apparence, le personnage est soumis, flexible. Mais ces derniers mois, il ne cachait plus son ambition de succéder à Bouteflika. Une audace, toute nouvelle à mettre en rapport avec l'ambition non dissimulée de ses mentors du Golfe pressés de placer leurs pions au Maghreb. Sans nul doute, ce violent limogeage donne le coup d'envoi de la guerre de succession. Mais malgré sa déchéance, Belkadem sera peut-être de retour dans la mêlée à la faveur des recompositions incessantes qui cadencent la vie du sérail algérien. Il pourra compter sur le soutien de ces dizaines de nouveaux hyper-riches, introduits sous son mandat dans les instances dirigeantes du FLN, parti au pouvoir malgré les protestations véhémentes d'une base militante nourrie à l'égalitarisme issu de la guerre de libération nationale. La bataille de l'après-Bouteflika a commencé. Elle sera féroce et incertaine. L'équation a bien changé. Les militaires, sauf surprise, n'ont plus les moyens de jouer le rôle de juge de paix. Depuis la démission de feu Mohamed Lamari, tout-puissant chef d'état-major, Bouteflika a progressivement mis la main sur l'armée. Processus récemment parachevé par l'affaiblissement du mythique DRS, département du renseignement et de la sécurité. L'armée n'étant plus la seule filière permettant d'accéder au pouvoir, Bouteflika cherchera sûrement à mettre son frère et conseiller en orbite. Mais le jeu semble plus ouvert. Dangereusement ouvert. Une guerre à mort entre clans se prépare. À ne pas en douter, les puissances occidentales entreront dans la danse. La France et les États-Unis pèseront comme jamais de tout leur poids. L'Algérie est non seulement un énorme marché pour leur production, mais également un gendarme régional important, dès lors que l'environnement géopolitique reste marqué par une instabilité chronique. Le deuxième titre annonce un nouveau plan quinquennal. Un quotidien francophone rapporte que l'Algérie s'apprête à lancer un nouveau programme d'investissement sur 5 ans de 21 000 milliards de dinars, soit l'équivalent de 262,5 milliards de dollars. Le chiffre est faramineux. Plus élevé que le plan de relance européen, discuté à Bruxelles. Ce plan est le 4e du genre depuis l'arrivée de Bouteflika, en 1999. Les plans précédents n'ont jamais été sérieusement évalués, particulièrement celui de la période 2010 à 2014 qui a coûté la bagatelle de 286 milliards de dollars. Il n'a servi ni à relancer l'économie, ni à améliorer les conditions de vie de la majorité de la population. Encore moins la production nationale. De la brosse à dents à la locomotive,
le pays importe tout et souvent n'importe quoi. Quant à l'investissement dans le savoir et la connaissance, il est quasiment nul. Ces énormes moyens financiers seront en partie détournés, par un moyen ou un autre, au profit de la clientèle du système avant de bénéficier aux entreprises étrangères qui vont bientôt se presser en rang serré pour accéder au projet. Le reste se dispersera entre gaspillage effréné et transferts sociaux mal ciblés dans une inexorable logique rentière. Le massif de Kolo paralysé. Une trentaine de communes paralysées depuis 24 heures par des émeutes. Titre en page intérieure ce grand journal arabophone. L'information est d'apparence anodine. Normal, l'Algérie est le pays des 1001 émeutes. Il ne se passe pas un jour sans qu'une jacquerie n'éclate quelque part. Une vraie culture de l'émeute s'est installée dans le pays. Longtemps confinée aux grandes villes, elle a fini par gagner les coins les plus reculés. Le phénomène a atteint son paroxysme en 2011, avant de décroître légèrement. Néanmoins, le nombre de mouvements reste haut. Entre 8 et 10 000 émeutes par an selon les sources. Avec plus ou moins d'intensité, le mode opératoire est toujours le même. Des groupes de manifestants souvent jeunes sortent dans la rue, bloquent les routes, incendient des voitures, brûlent des pneus, pillent bâtiments administratifs et commerces. Les revendications sont presque les mêmes partout. Mauvaise gestion des affaires de la cité, absence ou insuffisance de prise en charge des préoccupations des citoyens, dégradation du cadre de vie, chômage, favoritisme dans l'attribution des logements sociaux. Un mot d'ordre accompagne toujours ces mouvements de masse très souvent rageurs. Où passe l'argent du pétrole ? Cette radicalisation exprime la désespérance sociale de larges pans d'une population révulsée par les scandales de corruption, l'enrichissement spectaculaire d'une minorité, la suppression des espaces de médiation et la banalisation de la violence comme moyen de régulation des rapports sociaux. Face à la généralisation des émeutes, le pouvoir tente d'apporter des réponses en distribuant des subsides à tout va, quitte à enraciner le phénomène et à vider les caisses de l'État. Aujourd'hui, l'émeute s'est imposée comme le seul moyen de se faire entendre. Un canal d'expression audible et crédible. Dans quelques instants, ce voyage qui aura duré plusieurs semaines appartiendra au passé. Mais pas complètement. L'Algérie continuera toujours à m'interpeller. En attendant, elle reste face à ses tourments et ses lourdes interrogations. Saura-t-elle retrouver les chemins du redressement national ? Parviendra-t-elle à arrêter de sacrifier son avenir pour son présent ? Peut-elle retrouver les ressources pour réparer et reconstruire un projet national gravement abîmé ? La tâche semble quasi insurmontable. Le défi historique est bien là. Nul ne peut dire ce que sera ce pays dans les prochains mois et les prochaines années. Seule, la légendaire capacité de résilience de son peuple 1000 fois abattu, 1000 fois debout permet de nourrir quelques espoirs. Chapitre 1 de la mer Blanche médiane aux confins du Tel. Ce juillet gris et humide vit ses derniers jours sur les bords de Garonne. C'est entre une bonne dose d'appréhension et une pointe d'excitation que l'heure de mon rendez-vous avec le soleil d'Algérie a sonné. Pas de marche en arrière possible. L'avion est plein comme un œuf, l'été est propice au grand départ vers l'Algérie. Immigrés ou binationaux par centaines de milliers traversent la Grande Bleue, Al-Bahr al-Abiad al-Moutawassi, la mer Blanche médiane pour des vacances très attendues. Mais le flux commence à se tarir. Le billet est de plus en plus cher et la crise pèse sur les foyers les plus modestes. Au bled, l'inflation galopante et l'hostilité à peine cachée à l'égard des émigrés commencent aussi à produire leurs effets. Ni d'ici ni de là-bas, c'est un peu le lot commun de tous les expatriés. L'agitation est à son comble au niveau de ce terminal, un peu à l'écart, dédié aux vols dits sensibles. Survivance tenace des années du terrorisme en Algérie, et du détournement de l'Airbus d'Air France en 1995. Des tonnes de bagages, d'interminables files d'attente, des cris, des pleurs de gamins fatigués. Beaucoup de couples et des enfants partout. Sur les sièges parfois à deux, sur les genoux des mamans ou cavalant dans le couloir de l'avion. Le personnel de bord semble quelque peu débordé par cette inhabituelle excitation. Décollage immédiat. La voix nasillarde du commandant de bord ramène un peu de calme. Cap sur le sud. Après moins de 2 heures de vol, l'Airbus d'Aigle Azur atterrit en douceur sur le tarmac de l'aéroport Ahmed Ben Bella d'Oran. Il fait chaud et lourd. De fines particules saturent l'atmosphère.
La pollution et le sirocco qui souffle depuis la veille rendent l'air à peine respirable. Des bus déglingués déversent des flots de voyageurs éreintés, mais visiblement heureux devant l'entrée du hall central de l'aéroport. Plutôt un vieil hangar datant de la colonisation et tombant en petits morceaux, après de vaines tentatives de modernisation. Malgré l'aisance financière, la deuxième ville d'Algérie attend toujours son nouvel aéroport. Première bonne surprise, les formalités d'entrée jadis lourdes et tatillonnes ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Même l'affiche de police est supprimée pour les binationaux. Rapide et courtois, le contrôle des papiers n'est pas gâché par le sourire crispé du préposé au guichet de la police aux frontières. Satisfaction vite effacée par la pénible attente des bagages. Le vieux tapis fatigué tourne très lentement en grinçant sous le poids des énormes sacs en jute d'éventrés. Les nerfs sont à vif. La pression monte sous l'effet de la chaleur, du stress et du ramadan. Les esprits s'échauffent et une grosse altercation éclate sous nos yeux. Et c'est beurre, patience, c'est le maître mot en Algérie, la clé de la sagesse. Il aura fallu près de 2 heures avant de récupérer nos valises, soit autant que la durée du vol. Premier contact avec l'extérieur. Comme d'habitude, je suis instantanément saisi par un étrange sentiment de désordre organisé. Une grande pagaille règne aux abords de l'aéroport. En apparence, rien n'est à sa place. Tout se superpose, s'empile, se mêle, se bouscule, mais paradoxalement cela semble fonctionner. Personne n'est dérangé, et chacun se retrouve dans ce surprenant tohu-bohu. Une impression rapidement tempérée par le large sourire de Si Amine, qui m'attend depuis plusieurs heures. Chaleureux, apaisant et comme toujours avec le mot qui rassure, ne prête pas attention, tu sais que l'art de se compliquer la vie est né ici. Sur la route de la mémoire. Direction sud par Oran. La voiture traverse la capitale de l'Ouest algérien. Le contraste est surprenant entre les nouvelles tours posées sur des écrins verts dans le prolongement du front de mer à la sortie est, et le reste de la ville tombée en décrépitude. Une sorte de zone verte à l'algérienne réservée aux hommes d'affaires étrangers, aux nouveaux riches et accessoirement aux serviteurs et autres zélés du système. La ville enfle à vue d'œil. Tentaculaire, désordonnée. On bétonne à tout va. Il y a 20 ans, sortir d'Oran prenait une quinzaine de minutes tout au plus. Aujourd'hui, il nous a fallu au moins 4 fois plus de temps avant d'entrevoir les premiers champs. Embouteillage monstre à chaque coin de rue. Klaxon, cris, jurons. Artère congestionnée par un stationnement anarchique, automobilistes passant au rouge et piétons déambulant nonchalamment en plein milieu de la chaussée. L'incivisme des Algériens est légendaire. Mais, c'est surtout le prix particulièrement bas du carburant, autour de 14 centimes d'euros le litre de gasoil qui pousse au tout automobile. Selon une étude du groupe RISKMAP, l'Algérie consacrait, en 2012, l'équivalent de 11% de son PIB au soutien des prix de l'énergie, 6% environ à l'éducation et 4% à la santé. Une tendance inconcevable s'inscrivant dans cette culture dilapidatrice des ressources érigée en politique publique, depuis l'arrivée de Bouteflika aux manettes. En attendant une hypothétique inversion de cette logique, les villes sont asphyxiées. Une véritable plaie. La campagne défile sous nos yeux. Alternance de petites taches vertes et de larges espaces brûlés par un été particulièrement sec. Voici la nouvelle autoroute Est-Ouest, sur 1200 km reliant les frontières marocaines et tunisiennes. Le plus grand projet d'Afrique, comme se plaisent à répéter les officiels. Côté rapidité, le bénéfice est substantiel. On gagne quasiment 1 heure sur ce trajet que j'ai effectué des milliers de fois dans ma jeunesse. Toutefois, le projet accuse du retard. Le tronçon ouest, réalisé par les Chinois, a été livré mais avec quantité de malfaçons. Au nord-est, les Japonais se sont cassés les dents sur les gorges de Kerata et du Rumel. On ne cesse de reporter la date d'une livraison de plus en plus aléatoire. Mais c'est le coût de l'infrastructure qui fait mal. Selon plusieurs économistes algériens, l'autoroute Est-Ouest devrait coûter au bas mot 15 milliards de dollars alors que la prévision initiale plafonnait à 7 milliards de dollars. On est bien loin des chiffres avancés. Il s'avère que c'est le kilomètre le plus cher du monde. Inexpérience et manque de maîtrise dans la conduite du plus grand chantier africain, allègue le gouvernement pour justifier l'incurie. Sans convaincre.
Objet de toutes les controverses, ce gigantesque projet défraie tous les jours la chronique. La presse, non gouvernementale, parle de corruption à grande échelle. Le scandale du siècle, n'hésite pas à titrer un journal algérois. Sous pression, la justice s'en mêle. Un faisceau de présomption pèse sur le ministre islamiste des Travaux publics. Protégé par Bouteflika, ce dernier n'a jamais été inquiété. Pour donner le change, quelques seconds couteaux sont désignés à la vindicte. Ce méga chantier est toujours au cœur de la tempête. Si Amine ne s'offusque pas pour autant, c'est juste une autre affaire qui s'ajoute à la longue litanie de la corruption en Algérie. De temps à autre, la voiture rebondit. Le bitume est parsemé de bosses et de nids de poules. La désagrégation du revêtement bitumineux est anormalement prématurée. Parfois, à la jonction avec les ponts, le sol s'affaisse carrément. L'autoroute récemment inaugurée se dégrade à vue d'œil. De quoi alimenter la chronique pendant de longues années encore. Au loin, les torchères du port méthanier d'Arzeux brûlent les rejets de gaz naturel. Les hydrocarbures, principale richesse de l'Algérie. C'est Mamel, le secteur géré par Sonatrach, société publique multimétier des hydrocarbures, première compagnie africaine, représente le tiers du PIB, 98% des exportations et plus de 70% des recettes publiques. Premier barrage de gendarmerie. Moins barricadé, moins hérissé que le checkpoint israélien de Kalandia entre Jérusalem et Ramallah, plus rare que durant les années noires du terrorisme. Une vieille herse sur le bas-côté, 3 hommes en tenue vert olive, légèrement armés et plutôt souriants. On passe sans encombre. Si Amine est content de leur présence. C'est toujours sécurisant malgré le reflux du terrorisme, mais un autre fléau est apparu. À l'Irab el-Islami, terrorisme islamiste, a succédé l'Irab et Tourouk, terrorisme des routes. Une véritable hécatombe. 105 morts, 1380 blessés la semaine dernière, précise la radio algérienne. Une mortalité sous-évaluée au regard de l'état de délabrement des hôpitaux, de nombreux blessés rendent l'âme faute de soins appropriés. D'ailleurs, le président et les puissants du pays se font soigner à l'étranger. Un choc pour la population. Les manifestations se sont déroulées dernièrement à Alger sous le mot d'ordre « Val de grâce pour tous ». Allusion à l'hospitalisation du président Bouteflika dans l'hôpital parisien, et clin d'œil au mariage pour tous hexagonal. Nous contournons Relizane, ville natale d'Ahmed Francis, un des rares dirigeants nationalistes issus de la bourgeoisie, négociateur des accords d'Évian et ministre de l'économie et des finances du GPRA, premier gouvernement algérien. C'est aussi la terre d'enfance de Mohamed Issiarem, plasticien de génie et un des fondateurs de la peinture moderne algérienne, tombé, comme beaucoup d'autres, dans l'oubli. Ce ne fut pas le cas en revanche de l'horloger de Relizane, le colonel Amirouche, figure légendaire de la guerre de libération nationale. Relizane est une grosse agglomération informe à l'entrée de la vallée du Chélif. Long de plus de 700 km, Chlef, le Chélif, est le fleuve le plus important d'Algérie. Il prend sa source dans l'Atlas tellien avant de se jeter dans la mer Méditerranée, en irriguant sur son passage de superbes orangeraies et oliveraies. Remplacés par des champs de blé subventionnés par l'État, les somptueux vergers ne sont qu'un lointain souvenir. Les surfaces irriguées se sont rétrécies comme peau de chagrin. Le panorama est assez désolant. Et brise-vent calciné, grosses conduites hydrauliques abandonnées et transformées en piscines de fortune par les jeunes villageois. Il est vrai qu'ici, le soleil est ardent. En été, l'immense cuvette encaissée est une véritable fournaise. C'était même l'enfer sur terre il y a quelques années, au temps des massacres collectifs. La terreur à huis clos. Si Amine, tétanisé par le poids de la tragédie, s'en rappelle vaguement. Il n'a visiblement pas trop envie d'en parler. Il refoule au plus profond de lui-même ses effroyables souvenirs. Est-il possible d'effacer des mémoires cette terrible semaine du Nouvel An de 1998 en plein Ramadan à Ramka et à Tchekala? Des villages entiers de la région exterminés par des groupes terroristes islamistes. Des Oradour-sur-Glane, Algériens occultés. À l'époque, les autorités avaient d'abord annoncé 150 personnes assassinées. Personne n'était dupe, les mensonges d'État sont monnaie courante en Algérie. La rectification viendra beaucoup plus tard, en 2006, de la bouche d'Ahmed Ouyaya, chef du gouvernement, plus de 1000 victimes.
Et encore, les doutes subsistent toujours sur les chiffres. Quelques mois auparavant, c'était Raïs Ben Talla, village martyr de la Mitidja dans l'Algérois. Des milliers de morts. Les morts qui hantent le régime. Alors, il organise l'oubli en blanchissant au passage les islamistes armés. La mémoire collective a flanché sous les coups de boutoir de l'amnésie officielle, convoquée à force de référendums sur la concorde civile puis sur la réconciliation nationale. À coups de loi, de décrets effaçant d'un trait de plume l'horreur islamiste et la responsabilité du régime. À coups de propagande éhontée autour de la paix. À coups de droits, d'indemnisation pécuniaire, de préséance en tout genre pour les bourreaux d'abord, les victimes après. Aujourd'hui encore, des terroristes impliqués dans les massacres collectifs et absous de leurs crimes par simple décision politique se pavanent fièrement dans les villages meurtris. Le pardon accordé sans consulter les victimes. Sans que justice passe. Sans instance de vérité. La réconciliation sans leçon à tirer. Notre échange n'a suscité qu'un silence gêné. Le ronronnement du moteur a pris le relais. Haute plaine, haute lutte. Tiaret en ligne de mire pour souffler. Perchée à plus de 1000 mètres d'altitude et enserrée par une forêt de pins, la ville est réputée pour son climat sec moins écrasant en été. Les premiers contreforts de la montagne de Djebel Ghezoul dressent leur imposante silhouette à l'horizon. Haute terre. On est à plus de 120 km de la Méditerranée. L'air est pourtant plus léger. Si Amine arrête la clim auto. Tiaret, l'antique Tingarcia Tier ou Taert, la lionne en berbère, a été 2 fois capitale. Du Maghreb central entre 761 et 909 sous la dynastie des Rostémides, foyer culturel et intellectuel majeur de l'époque où l'historien polonais Tadeusz Lewicki a recensé des centaines de savants. Transmise par les Amalé LILM, les porteurs de la connaissance, véritables missionnaires du savoir, la science est massivement diffusée à tous, hommes et femmes, comme le préconisait le père fondateur Abderrahman ibn Rustom. Toute ménagère doit connaître l'astronomie. Bien davantage que de l'Orient, c'est de Tiaret la Rostémide, creuset fécond de l'héritage scientifique gréco-persan supplantant Bagdad autrefois florissante que l'Andalousie avait recueilli et propagé ses influences rationalistes permettant à la pensée musulmane d'atteindre son apogée. C'est également à Tiaret que l'émir Abdelkader installa de 1836 à 1841 la capitale de l'État algérien contemporain en gestation. Mais Tiaret a depuis longtemps perdu son lustre d'antan. Haute plaine, haute lutte, héritier des traditions séculaires de résistance des tribus amazighes, berbères, les habitants de la région cultivent jalousement un esprit de rébellion à toute épreuve. C'est le pays d'Ali Machi, résistant et chantre de la révolution algérienne. Chanteur-compositeur parolier, précurseur du style asri, l'auteur d'Angam El Jazaïr, Mélodie d'Algérie, a été assassiné par l'armée coloniale le 8 juin 1958 puis pendu avec 2 de ses compagnons d'armes à un platane de la place Carnot au cœur de la ville. Depuis 1999, le 8 juin est décrété journée nationale de l'artiste en Algérie. La ville a donné un autre Ali à l'Algérie. Ali Hamami, 1902 à 1949, immense personnalité victime comme tant d'autres de l'automutilation mémorielle. Issu d'une famille de lettrés, Ali El Hamami, journaliste et écrivain, est un indépendantiste de la première heure. Ami de l'émir Khaled, le petit-fils de l'émir Abdelkader, d'Abdelkader Adjali, membre du Parti communiste français, membre fondateur et président de l'Étoile nord-africaine, creuset des indépendantistes maghrébins, de Chakib Arslan, le prince de l'éloquence, intellectuel libanais et grande figure du nationalisme arabe, de Ho Chi Minh le vietnamien. Il a aussi été le compagnon d'armes d'Abdelkrim Katabi lors de la guerre du Rif. Il fut un des premiers intellectuels à appeler à l'émergence d'un grand Maghreb uni. Ali Hamami parcourt le monde, bien avant le déclenchement de la guerre d'indépendance, pour faire connaître les aspirations du peuple algérien. Il séjourne à Moscou, Le Caire, Madrid, Rome, Istanbul, Genève pour plaider la cause de la patrie colonisée. Tenant tribune dans de nombreux journaux, multipliant les contacts, il fait sans relâche le procès du système colonial. Dès 1935, il est persécuté par l'administration française. Figure de proue du mouvement intellectuel algérien, injustement méconnu malgré les efforts méritoires d'Amar Belkhodja, un historien du cru,
Ali Hammami a fait ses premières armes journalistiques dans le trait d'union de Victor Spilman, grand ami de l'émir Khaled. Il a écrit sur Ibn Khaldoun, Tertullien, Apulée, El-Mokrani. Son puissant ouvrage Idriss, rédigé en 1941, est considéré comme un des tout premiers romans maghrébins. Il mourut dans un accident d'avion en décembre 1949, à son retour de Karachi, Pakistan, où il représentait l'Algérie au premier congrès mondial islamique. Il avait 47 ans. Exilé pendant de longues années, son enterrement au cimetière de Sidi Mamed, Alger, le 1er janvier 1950 a drainé une foule impressionnante. Un grand moment politique, ce jour-là, El Basser, l'organe des oulémas algériens, écrira « On aurait dit que toute l'Algérie était venue à l'enterrement. Plus de 12 000 personnes venues de toute l'Algérie et du Maroc lui rendront un dernier hommage. » Un chiffre considérable dans l'Algérie des années 50. Il y a aussi les oubliés des deux rives. Je pense à un autre valeureux enfant de Tiaret que j'ai brièvement, trop brièvement, côtoyé. À Mohamed Lagdar Toumi, un des rares résistants déportés algériens. Ouvrier métallurgiste inscrit à la CGT, il rejoint le PCF clandestin en 1940 puis rapidement l'organisation spéciale du Parti communiste chargée d'organiser des sabotages contre l'occupant allemand. Il participe à de nombreuses opérations avant d'entrer en clandestinité à la suite de la destruction du principal transformateur de l'usine Lavalette Bosch de Saint-Ouen, dans laquelle il travaillait, et qui consacrait la majeure partie de sa production à l'Allemagne nazie. Il intègre les premiers groupes des francs-tireurs et partisans français, FTPF, de Paris rive droite. Avec d'autres FTPF, il protège la manifestation patriotique du 1er août 1942, rue Daguerre conduite par Lise Recall London. Il s'engage également dans un réseau de protection et d'évacuation de juifs et de résistants, organisé autour de la mosquée de Paris et de l'hôpital franco-musulman de Bobigny. En janvier 1943, Mohamed Lagdar Toumi est arrêté par la Gestapo à Joinville-le-Pont, torturé puis emprisonné à Fresnes. Il n'a pas été fusillé, comme cela a été avancé par certains historiens français, mais déporté le 12 juillet 1943 au camp de concentration de Natzweiler-Struthof. Transféré ensuite à Dachau, il en sera l'un des rares rescapés. Il rejoint immédiatement les forces françaises de l'intérieur, FFI, continuant ainsi son combat contre le nazisme. Une fois la guerre terminée, Mohamed Lagdar Toumi s'inscrit dans une autre lutte, celle de l'indépendance de l'Algérie. Arrêté par l'armée française, Mohamed Lagdar Toumi n'est libéré qu'en 1961. Dans l'Algérie indépendante, il vécut modestement en contribuant à la structuration et au déploiement des syndicats algériens. Tiaret n'a pas eu que des fils prodiges. Des femmes exceptionnelles ont marqué de leur empreinte l'histoire de la ville et du pays comme Hamdani Malika, et Amran Yamina ou Fatima Naïmi tombés au champ d'honneur les armes à la main lors de la guerre de libération nationale. Peut-on oublier les autres femmes résistantes de Tiaret ? Que ce soit au front dans les djebels ou dans les zones urbaines, elles ont pris toute leur place dans le combat pour la libération du pays. Comment les oublier ? Que penser aujourd'hui de ces anciens planqués au Moyen-Orient et leur progéniture idéologique qui cherchent encore à les effacer de l'histoire, à leur dénier le droit de participer à la vie du pays, ou de vivre libre et digne. Les sœurs Fegouli, Shalag Mimouna, Nouri Safia, Shaban Fatima, Benhamed Ouda, Zouarama, Amiani Fatima, Amadi Zawiya, Boukor Sadia, Moussa Fatima, Kaili Fatma, Swidi Melouka, Benhamed Aouda et bien d'autres, toutes héroïnes, non hijabisées, voilées, faisant la guerre en aimant tellement la vie. Honneur à ces moujahidats du temps où le djihad rimait avec libération et émancipation. Djihad, notion détournée de sa signification et de ses buts par l'islamisme, manipulée ou instrumentalisée pour d'autres raisons par nombre de politiques, d'intellectuels et de médias occidentaux. Le terme aussi ancien que la religion musulmane exprime deux sens. Le premier souligne le sens de l'effort sur soi, autant spirituel dans le combat du bien contre le mal que personnel pour la réalisation d'un dessein. D'où dérivent les mots comme djihad sérieux ou mujtahid appliqué, studieux, c'est le djihad al-akbar, grand djihad. Le deuxième sens est collectif, c'est le djihad al-asghar, petit djihad. Il place l'individu au cœur d'une démarche collective,
lorsque les musulmans perçoivent une menace contre leur territoire, leur identité ou leur foi. D'ailleurs, le terme de guerre sainte n'existe ni dans la tradition arabo-musulmane, ni même dans la langue arabe. Dans l'histoire de l'islam, le petit djihad, dans sa forme armée, n'a été que très partiellement justifié au moment des persécutions du prophète Mohammed et de ses compagnons par les Mécois. Le djihad al-asghar est surtout un appel à la résistance contre une agression extérieure qui a été prescrit au cours de l'histoire lors des croisades, la Reconquista ou la colonisation. Et encore puisque les moudjahidines algériens étaient avant tout des résistants nationalistes ou communistes. Parmi les moudjahidates toujours vivantes, la tiarétienne Zora Drif occupe une place particulière. Héroïne nationale, c'est l'une des figures emblématiques de la bataille d'Alger aux côtés d'Ali Lapointe, de Hassiba Ben Bouali et de Yachef Sadi, chef de la zone autonome d'Alger. Avocate retraitée, elle fut l'épouse de Rabah Bita, un des 9 chefs historiques du FLN qui déclenchèrent la guerre de libération nationale. Actuellement, sénatrice et vice-présidente du Conseil de la Nation, Sénat, on raconte qu'elle murmure à l'oreille du président Bouteflika. Curieuse rumeur, car Zora Drif a toujours eu des positions politiques iconoclastes. Elle s'est violemment opposée au contenu rétrograde du Code de la famille dès sa promulgation en 1984, puis à toutes les lois portant atteinte aux droits des femmes. Elle s'est également inscrite en faux, avec tout le poids de sa légitimité, contre la doxa islamo-nationaliste appelant la France à la repentance de ses crimes en Algérie en répétant à chaque occasion que, dès la déclaration du 1er novembre 1954, le FLN a dit, et cela a été ensuite constant, que nous combattons les forces colonialistes et non le peuple français. Point de repentir, notion religieuse inappropriée, il s'agit d'emmener la France officielle à reconnaître lucidement son lourd passé colonial et ses conséquences sur l'Algérie et son peuple. Enfin, comment ne pas évoquer Fatima Zora Hachemi, l'amie, la camarade de lutte arrachée trop tôt à la vie par une fulgurante maladie. Résistante anticolonialiste, membre du fameux réseau féminin de la ville de Tiaret, Fatima a été arrêtée en novembre 1959, torturée puis condamnée à 4 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction de droits civiques pour atteinte à la sûreté de l'État. Incarcérée avec Boucor Sadia à la prison d'El Arache, puis en France dans le Calvados avant sa libération à la veille de la conclusion des accords d'Évian. Après l'indépendance, Fatima s'engage pleinement dans le combat émancipateur du peuple algérien. Droits des femmes, développement des arts et de la culture, protection de l'enfance, elle était sur tous les fronts. Face aux dérives idéologiques du FLN, elle quitte sa matrice politique originelle pour rejoindre un mouvement clandestin plus en phase avec ses valeurs et ses aspirations. C'est elle qui m'arracha au moins à 2 reprises des griffes de la redoutable SM, sécurité militaire. C'est encore elle qui engagera sa légitimité et son formidable charisme pour contraindre les renseignements généraux à lever leur embargo sur mon passeport, après plus de 5 ans d'interdiction administrative de sortie du territoire national. Ciné-club, université populaire, cinémathèque, groupe de théâtre nouveau, Ligue des droits de l'homme, Cercle de défense des consommateurs, Organisation de défense des droits des chômeurs, Aéroclub populaire, première équipe de football féminin d'Algérie. Véritable laboratoire des luttes et boîte à idées dans les années 70 et 80, avec l'émergence d'un mouvement socioculturel inégalé pour une ville de l'Algérie profonde, Tiaret était à l'avant-garde. Toujours une longueur d'avance sur les autres. Aujourd'hui, orpheline de l'un de ses meilleurs ambassadeurs, l'ami Missoum Boumdienne disparu il y a juste 2 ans, elle est rentrée dans le rang. Aucune influence, aucune attractivité. Elle se morfond dans le statut de ville de l'intérieur ronronnant à l'écart et bien en deçà de ses potentialités, son patrimoine et son histoire. C'est ici que vient mourir le tel algérien, étroite bande de terres arables large de 100 à 150 km entre le littoral au nord et les hautes plaines au sud. Opposé à l'immensité du Sahara, le tel, pays utile, concentre l'écrasante majorité de la population et des entités économiques. Ce déséquilibre n'a jamais été traité sérieusement par les autorités centrales. Pourtant, les effets de cette autre fragilité algérienne sont délétères. Fracture territoriale, démographique et sociale avec notamment la montée de la colère des populations des hauts plateaux et du Sahara. Tiaret,
la porte du Sud est la dernière étape avant les grands espaces sahariens. Aflou et ses vastes steppes s'étirant à l'infini, Lagouat, la maison entourée de jardins sur l'Oued Mzi au pied de l'Atlas saharien et enfin Gardaya, la perle de la vallée du Mzab. Chapitre 2, Joies et tourments au temps de Bouteflika. Nous voilà à Tiaret. Ce soir c'est la nuit du doute. Peut-être le dernier jour du Ramadan. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.